Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Gabon. Mes trois invités sont avec moi. Merci à vous, Maître Nzamba. On parlait de la vacance du pouvoir, notamment des conditions et de la façon dont les constitutions encadrent la vacance du pouvoir. Mais au-delà du cas gabonais et des reproches qu'on peut faire à la Cour constitutionnelle gabonaise, il y a quand même ce vide juridique et ces notions vagues que nous incluons souvent dans nos constitutions. Un exemple concret, parce qu'il faut dire les choses concrètement. En 2005, le président Eyadema du Togo décède, Yacine Eyadema décède. La Constitution dit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Il était à Paris, il prend l'avion pour atterrir au Togo. Entre-temps, on ferme les frontières du Togo, il est coincé à Cotonou. Il n'a pas pu prendre le pouvoir. La suite, on la connaît. L'histoire, elle est longue. On sait comment le fils est devenu président. Ça veut dire quoi concrètement, Maître? Ça veut dire que sur ce cas précis, la Constitution a oublié de dire qu'est-ce qu'il faut faire si en même temps que le président est empêché définitivement, le président de l'Assemblée nationale n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est prévu. Dans la Constitution, c'est prévu. C'est-à-dire que si le président de la République est empêché définitivement, le président du Sénat est empêché définitivement, c'est le vice-président du Sénat qui assure l'intérim. C'est-à-dire que ce que vous soulevez, M. Richard Togbé, est très important. C'est-à-dire qu'on voit les cadres africains, l'élite africaine, les gens ont une propension à imiter, c'est-à-dire à copier seulement les textes, mais sans pouvoir s'imbiber de l'esprit qui anime les lettres, notamment les articles, les dispositions dont souvent on se gargarise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une constitution en imitant, en copiant les dispositions de la constitution française, mais la constitution française est la résultante d'une histoire, est la résultante d'une éducation, est la résultante des conditions sociales, des conditions historiques dans lesquelles ces constitutions ont vu le jour. Il y a eu des conditions qui ont expliqué pourquoi il y a eu la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième. Alors nous prenons en fait le résultat de l'histoire d'un peuple, nous le prenons pour que ces résultats puissent nous organiser, alors que nous sommes à un stade qui ne correspond pas au niveau de sophisticité d'esprit qu'il faut avoir pour respecter ces règles. Donc en fait, s'il faut expliquer ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vit dans une forme on vit en fait dans un monde qui n'est pas encore là. Il y a un monde qui est posé sur un monde qui n'est pas en accord avec l'esprit que cela doit comporter, et les intellectuels africains sont perdus. Alors concrètement... Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'interprétation, de difficulté? Quand vous prenez le cas de la RDC, oui. La Constitution dit que le président en fin de mandat rend le témoin au président nouvellement élu qui prête serment. Oui. D'accord? En 2016, des Congolais disent: vous n'avez pas organisé les élections présidentielles. Joseph Kabila n'est plus président de la République parce qu'il est arrivé au terme de son mandat. Les Kabilistes disent: attention, la Constitution dit on passe le témoin au nouveau président. Oui, mais quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, M. Togbé, quand c'est comme ça, il faut interroger le Conseil constitutionnel. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Quand il y a une situation qui a un lien avec la Constitution dans l'interprétation, c'est le Conseil constitutionnel qui dit son mot. Alors la question, c'est l'impartialité du Conseil constitutionnel. Yes. La vraie question, elle est là. Donc, c'est-à-dire que nous, on a des institutions, on a les règles pour fonctionner comme des gens civilisés, seulement le niveau de conscience ne suit pas. Il faut dire les choses. C'est-à-dire que les instincts sont plus forts que le respect des principes. Malheureusement, c'est ça. Et donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut que la société civile joue son rôle pour forcer, parce qu'il faut le dire, il faut forcer les hommes politiques africains à comprendre qu'on n'est plus au XVIIe siècle, qu'on n'est plus dans le monopartisme, et que le pouvoir doit être géré, exercé dans le respect des règles qui organisent la société. Ce n'est que comme ça qu'on peut se respecter et être respecté par le reste du monde. Maître Nzamba, très rapidement, alors une question d'ordre technique. La plupart des constitutions sur le continent, en l'occurrence des pays francophones, veulent que le président de la République désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale désigne 3 membres. Généralement, ils sont 9. Il se trouve que, fatalement, lorsque le président de la République a la majorité à l'Assemblée nationale, il a 6 membres acquis à sa cause. Oui. Faut-il aller jusqu'à revoir aussi le mécanisme de désignation des membres de la Constitution? En fait, le problème, c'est au niveau de la liberté d'esprit des gens qui sont désignés. Alors, on peut être
membre d'un parti politique, il n'en demeure pas moins qu'on a une conscience. On a une conscience quand même. Donc on ne peut pas quand même vous demander à prendre une décision qui va à l'encontre de votre conscience. Et pas que de votre conscience, de l'intérêt général, qui doit être au-dessus même de sa propre conscience. Alors si on n'a pas réalisé ce sentiment d'intérêt général, à quoi ça sert les diplômes? À quoi ça sert les fonctions? Laurence Ndong. Dans l'exemple que vous avez pris concernant le Togo, à la mort de M. Eyadema, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que dit Maître Nzamba. Je vous rappelle tout le temps sur ce plateau que nous avons un problème de personnes. Nous avons un problème de personnes. C'est ceux qui gèrent nos États, leur conscience. Quand on ferme les frontières à la mort de M. Eyadema... Anachaba qui était alors le président de l'Assemblée nationale ne rentre pas. Mais c'est parce qu'on vise une succession dynastique. C'est la même chose qui est en train de vouloir se jouer au Gabon. Vous imaginez que la même nuit, Faure Gnassingbé, qui était ministre, a démissionné du gouvernement. La même nuit, il est devenu député. Il est redevenu député. La même nuit, il est passé président de l'Assemblée pour assurer l'intérim. Oui. Il a fallu que la communauté internationale s'insurge pour dire mais c'est quoi ce désordre? Pour qu'au final, on aille quand même vers des élections truquées qui l'ont vu devenir président. Et c'est ça notre problème. La Constitution avait bien prévu, mais on l'a gardé dehors pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir parce qu'on veut toujours manipuler la prise du pouvoir. Elle doit rester entre les mains d'une même famille. Et c'est exactement ce qui est en train de se jouer au Gabon. Madame Milébou ne fait pas l'affaire des gens comme Marie-Madeleine Bourantuo parce que Marie-Madeleine Bourantuo sait que sa filiation avec les Bongo fait en sorte qu'elle défend ce régime bec et ongle. Or, Madame Lucie Milébou est la belle-mère de Franck Ping. Madame. Sa fille est pour Franck Ping. Donc, pour eux, laisser Milébou assurer l'intérim, il y a un risque que l'opposition prenne le pouvoir, notamment M. Jean Ping. Je vous dis, c'est ça les vrais problèmes. C'est ça nos vrais problèmes. Ce sont des problèmes de personnes. Vous nous plongez au cœur d'une intrigue politico-familiale. J'ai l'impression de vivre un roman politique. Mais bien sûr, c'est ça le problème. Ça veut dire que c'est tragique. C'est extrêmement tragique. Et cela est d'autant plus tragique que je ne sais pas si beaucoup de Gabonais le savent, mais Mburantuo, en Obamba, Mburi, ça veut dire les feuilles. Antuo, ça veut dire les sépulcres. Le nom de cette femme signifie les feuilles de sépulcre. Elle n'est pas responsable de son nom, vous voyez. Justement, et c'est grave, parce que ses parents l'ont appelé les feuilles de sépulcre. Et cette femme est en train de vouloir faire du Gabon un sépulcre vivant pour qu'elle continue simplement d'avoir la position qu'elle a. Et là, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Il y a Hervé Moutinga. Il y a Louis Angué, Christian Baptiste Quentin Orogombe, François-Paul Adiwa. Il y a Jacques Lebama. Je veux les citer, ces juges-là. Claudine Monvoula Menzé, Afrikita Agonjo. Tous ces gens-là, ils ont des consciences ou pas? Parce qu'on parle toujours de Marie-Madeleine Bourantuo. Oui. Mais ces gens-là sont eux aussi des fossoyeurs de la République. Parce qu'ils entérinent toutes les élections volées et ils ont signé ce document qu'ils n'auraient jamais dû signer. Revenons, je viens à vous, M. Nzoué, tout à l'heure. Revenons à la question de la vacance du pouvoir, notamment comment certains pays essayent d'apporter une réponse pratique à cette notion restée vague dans certaines constitutions. On écoute Moussa Njoya, il est un politologue camerounais, ce qu'il dit de la vacance du pouvoir, en tout cas d'une dimension de la vacance du pouvoir au Cameroun. La Constitution camerounaise parle de 45 jours. Ce que la Constitution dit, pour que la vacance soit constatée par le Conseil constitutionnel, il faudrait que le chef de l'État n'ait pas posé d'acte de gouvernement. Donc, qu'il soit hors du territoire national et qu'il n'ait pas posé d'acte de gouvernement pendant 45 jours. C'est pour cela que même quand le président Biya est en France ou bien en Suisse, de temps en temps, il signe un décret. Ce décret-là, même c'est pour la nomination d'un simple conseiller technique ou bien pour l'acte le plus banal de suspension d'un inspecteur de police qui s'est rendu coupable d'indiscipline, a pour effet de remettre les compteurs à zéro quant au décompte d'absence du chef de l'État. C'est une belle réponse que le Cameroun essaye d'apporter à cette question. Si on avait été dans le contexte camerounais, il suffisait que depuis l'hôpital de Riyad, le président Ali Bongo pose des actes de gouvernement, prenne un décret publié au journal officiel et la question est réglée. Oui, parfaitement.
parfaitement. Mais bon, vous voyez que le Cameroun fait de son mieux. Hein, voilà. Je pense que le président Biya, au moins, a des juristes qui essaient de coller au plus concret. Donc parce que dans ces villégiatures en Suisse, il peut signer un acte dit de gouvernement, parce que la notion d'acte de gouvernement, on peut aller plus loin aussi. Hein. Parce qu'un acte de gouvernement, c'est un acte qui ne se limite pas simplement à signer un arrêté. Hein. Ce n'est pas un acte de gouvernement, ça. Ça, c'est un acte de gestion, je dirais, courant, que n'importe quel ministre peut prendre, etc. Mais un acte de gouvernement, c'est plus complexe. C'est un acte qui vise précisément à donner une impulsion à l'action. En tout cas, au sens de la Constitution camerounaise. Voilà, mais au moins, une réponse. Ça permet de délimiter la question et d'apporter une réponse aux attentes des curieux, aux attentes des opposants, aux attentes de tous ceux qui ont un doute sur la vacance ou pas. Voilà, donc, mais dans le cas du Gabon, en ce moment-là, il n'y a rien qui ne précise clairement. En tout cas, c'est dit, quelle qu'en soit la cause. À partir du moment où on a deux cas exprès, et puis on a un cas où on dit quelle qu'en soit la cause, le constituant a tout dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a vacance du pouvoir, peu importe la cause, voilà comment il faut faire. Et je pense que le constituant du Gabon, il y a un souci vraiment de pérennité de l'État. Il y a un vrai souci de continuité de l'État. Parce que sinon, il aurait pu se contenter de ces deux cas de vacances de pouvoir. Donc le fait de l'étendre sans le préciser, et là, véritablement... On peut séjourner longtemps à l'étranger sans qu'il y ait vacances de pouvoir. Non, mais ça encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si le gouvernement voulait faire les choses bien, il aurait suffi simplement de saisir encore une fois de plus le Conseil constitutionnel gabonais en posant la question, mais oui, mais la manière que ça a été fait, franchement... En posant la question, allez-y très rapidement. En posant la question, sommes-nous dans un cas de vacance de pouvoir tel que prévu par l'article 13 ? La Cour constitutionnelle aurait dit oui, oui ou non. Non, mais vous revenez, maître. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle... C'est ça le mécanisme. À la question de quels sont les éléments matériels dont disposent les membres de la Cour constitutionnelle pour répondre à cette question. Oui, mais de toute façon, l'ordre juridictionnel et même institutionnel gabonais ne prévoit pas des recours aux décisions du Conseil constitutionnel. Moi, je suis en train de dire, au regard de l'état actuel du droit constitutionnel gabonais, c'est-à-dire de ce que la Constitution prévoit. C'est-à-dire que les pédégistes, s'il faut les appeler comme ça, auraient pu simplement utiliser les outils qui se trouvent dans la Constitution gabonaise pour atteindre le résultat qu'ils souhaitent atteindre. Alors, le fait d'avoir les outils et de ne pas faire le travail, je trouve ça étonnant. Et M. Njouré, ça nous amène à la question de la transparence sur l'état de santé de nos chefs d'État. Le président de la République ont-ils droit à une vie privée? Est-ce que le président Ali Bongo est obligé de dire aux Gabonais tout ce dont il souffre? Juste avant de vous répondre, permettez-moi déjà de vous dire les actions que nous comptons mener, parce que notre mouvement citoyen ne va pas s'arrêter là, parce qu'évidemment on vous a dit que maintenant la société civile, et c'est pas propre au Gabon, aujourd'hui dans le monde entier, on voit les sociétés civiles se prendre en main, parce qu'on estime que les hommes politiques ne veulent pas jouer le jeu de la transparence justement. Et donc nous on a décidé, déjà nous étions hier au Conseil constitutionnel français, nous allons les saisir, puisqu'elle est membre du Conseil des présidents, de l'association des présidents du Conseil constitutionnel, Madame Boroncho, qui est présidente de la Cour gabonaise, et nous avons saisi, pas une colère, mais une colère saine, nous avons saisi jeudi dernier la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CHPD, qui a son siège à Bangui, et nous allons utiliser toutes les voies et moyens de justice pour solliciter sa démission, parce que c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Nous demandons enfin que cette Cour, la démission de la présidente de la Cour, parce qu'elle ne joue plus son jeu. Maintenant, pour revenir à votre question, évidemment que lorsque nous avons eu des élections présidentielles... Est-ce que par décence, pas une forme de décence, on peut accepter et admettre que le président de la République a aussi droit, ne serait-ce qu'à une petite partie de vie privée? Nous sommes en train de vous répondre. Mais ça commence par... le début de la décence, c'est pas le peuple. Le début de la décence, c'est ceux qui entourent le problème du président. Le président. Parce que ce qui se pose aujourd'hui, remarquez bien, et vous l'avez soulevé vous-même, il y a un problème d'information. Parce qu'effectivement, vous le dites, peut-être que ceux de la Cour n'ont pas la bonne info. Et ils anticipent déjà effectivement un futur coup d'État, une future captation du pouvoir. Il se trouve en fait qu'il y a une guerre des clans entre eux qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient nous dire qu'il est en fait malade, nous on apprend grâce aux médias, et grâce à vous, grâce aux médias internationaux, qu'en fait il a fait un AVC qui serait plutôt sévère.
Nous ne sommes pas là pour tirer sur une ambulance, voyez-vous. Oui. Mais nous disons, la transparence ne peut pas commencer par le peuple. Elle devrait commencer par le sommet. Le sommet. Et c'est pour ça que nous, un mouvement citoyen, nous vous le disons, nous allons user de toutes les voies et moyens pour demander la démission, comme le demande le peuple gabonais. Vous l'avez vu depuis 2 jours, les sociétés civiles se lèvent, elles ont décidé avec nous et tous ensemble de demander la démission de tous les 9 membres. Parce que voyez-vous, même dans cette dernière décision, encore une fois, ils n'ont pas respecté la Constitution. Qu'est-ce qui vous dit que ceux qui seront désignés seront différents? Mais ça, on n'en sait rien, mais laissez-nous choisir. C'est ce raisonnement-là, qui fait... Je m'en réfère au mécanisme. C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui, mais c'est ce raisonnement-là qui fait que finalement, les dictateurs disent on sait qui on a, on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne, donc gardez-nous parce que le prochain sera pire. Non, ceux-là, ils ont montré leurs limites. Ceux-là, ils ont montré leurs limites. Et je fais partie de cette société civile qui a entrepris des démarches pour faire tomber cette femme. Elle doit être considérée, elle doit être mise au banc de tous les juges. Ça veut dire que si moi j'étais juge constitutionnel ou bien président d'un conseil constitutionnel, j'aurais honte d'être associée à une telle femme parce que cette femme ne représente rien d'autre que le mal. Elle incarne le mensonge. Parce que vous nous dites qu'Ali Bongo a droit à une vie privée, mais personne ne le lui a refusé. Non, moi je posais la question aussi. Est-ce que dans notre compréhension, dans notre esprit, est-ce que nous, on savait qu'il avait un problème? Je vous prends un exemple. Moi, je suis professeur. Pour être là cet après-midi, j'ai dû libérer mes élèves. OK? Je n'ai pas eu besoin de leur dire où je vais, ni ce que je vais aller faire, c'est ma vie privée. Mais ils ont au moins besoin de savoir que madame ne sera pas là, que madame est indisponible, et madame est indisponible pour 2 heures, mais demain matin, on aura madame, parce que leur vie, quelque part, dépend de ma relation avec eux. Un chef d'État gère un pays. Et par rapport à la gestion de ce pays, il a des responsabilités. Il est censé avoir été élu et représenter un peuple. Donc, si son état de santé a des incidences sur la gestion de tout le pays, le peuple est obligé d'en être informé. Au moins, même si on ne nous donne pas les détails. Mais quand eux-mêmes commencent par une communication mensongère, le porte-parole de la présidence de la République vient dire fatigue passagère. Le lendemain, il dit les médecins ont diagnostiqué une fatigue sévère. Donc la fatigue sévère est devenue une maladie, un diagnostic. Il revient pour dire les mêmes médecins ont diagnostiqué des saignements. C'était avant la fatigue sévère ou légère ou passagère. Merci. Donc au milieu d'un tel mensonge, nous ne pouvons pas parler de transparence. Et c'est tous ces mensonges-là qui font qu'aujourd'hui les gens ne sont pas en sécurité et se disent il y a quelque chose qui se trame. Et ce d'autant plus qu'ils ne veulent pas respecter la Constitution qu'eux-mêmes ont votée. Membre de la campagne internationale Tournons la page, une indignée de l'opposition, révoltée de l'opposition gabonaise. Merci Laurence Ndong d'avoir participé à cette émission sur votre pays, le Gabon. Brice Nzamba, nous sommes malheureusement à la fin de notre émission, mais c'est comme ça que finit toujours le politicien. Merci. Oui, vous êtes avocat au barreau de Paris. Cette fois-ci, Mbouranso va tomber. Nzoué, membre du mouvement citoyen Trop c'est trop. On a vu votre indignation et votre colère au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.